Tac, bon, commençons. Déjà, merci à tous d'être venus. Je rassure ceux qui ne sont pas en philo ou qui n'ont pas fait beaucoup de philo. Il y aura au moins deux parties qui les concernera, ils vont se sentir concernés par ces parties. La première partie du petit exposé sera plutôt consacrée à la discipline en elle-même, et après normalement les autres trouveront leur compte. Donc si vous avez des capacités attentionnelles limitées, vous pouvez faire autre chose pendant 5 minutes là et revenir après. Je précise aussi, enfin vous l'avez remarqué, c'est pas un séminaire, ça va être je parle à peu près 20 minutes plutôt cool. Donc ça veut pas dire fun, mais ça veut dire que ça va aller quoi. Et donc ça va pas être très scolaire. Vous n'allez pas reconnaître de plan de dissertation. Et petite précision, étant donné que j'étais malade cette semaine, je vais pas avoir une très grosse voix, donc ceux qui veulent se rapprocher, n'hésitez pas. Ouais. Ouais, ça devrait être comme ça. Tac. Donc, alors la problématique, ou du moins les questions, je vais les rappeler, je vais les annoncer plutôt après. En tout cas, tout va tourner autour du progrès en philosophie. Étant donné qu'il y a plusieurs parties, pour en faire plusieurs parties, il va falloir changer le sens du mot philosophie. C'est un peu comme ça qu'on fait souvent dans des dissertations, histoire d'épuiser un peu le sujet. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Alors déjà, parce que c'était sur quoi je réfléchissais au moment où Claudia m'a proposé de faire le café philo. Mais aussi parce que je pense qu'ici, tout le monde, sauf est en philo. Ou quelques-uns, peu importe. Mais ça peut être ce sujet-là, le progrès en philosophie, étant donné qu'il va falloir l'éclaircir, il va être amené la question en tout cas, que fait le philosophe, que fait le philosophe et comment s'orienter dans la philosophie. Est-ce qu'il faut choisir un courant plutôt rationnel, une orientation plutôt rationaliste, ou inversement, qu'est-ce qui permet le progrès, est-ce qu'il faut le rejeter? En tout cas, ça va être au moins les 5-10 premières minutes, ça va être un exposé sur la discipline que la plupart d'entre nous, mes frères, étudions. C'est quand même Cédric, abusif. Mes frères pour le point S. Voilà, ça l'a mis. Et aussi autre justification de ce sujet, l'auditoire est plutôt jeune. Ou plus ou moins jeune. Oui, voilà. Et en tout cas, chacun en tout cas a l'impression de progresser. Et j'aimerais quand même que le but, après ces 20 minutes et après le débat qui va s'en suivre, j'aimerais que l'on maintienne ce terme de progrès. J'aimerais que, vous n'êtes pas obligé d'être convaincu, mais j'aimerais que vous ne partiez pas comme ça en vous disant en fait c'était une illusion, j'ai jamais progressé dans ma vie, et non, je ne progresserai pas en licence de philosophie parce que tout se vaut en philosophie. Donc voilà, le but ça va être un peu de maintenir cette notion, même si c'est pas un postulat, c'est pas un postulat. Alors, pour introduire le sujet, on va commencer par définir le terme de progrès. Alors il y a deux sens, deux définitions qui permettent de définir le progrès dans les phrases où le progrès est le plus utilisé. Premièrement, on peut entendre le progrès au sens pratiquement physique, c'est-à-dire d'un mouvement en avant. Et donc on comprend bien que si on parle de mouvement, voilà, on va parler donc de physique, et donc on va être obligé d'utiliser le progrès dans un sens métaphorique, parce qu'on va parler on va pas parler de corps en mouvement, on va parler d'opinion philosophique ou de comportement éthique, par exemple. Mais aussi on peut entendre une autre définition
qui normalement est écrit sur mon ordinateur, le progrès comme processus évolutif orienté vers un terme idéal. Donc là, ça me concerne un peu plus. Le processus évolutif orienté vers un terme idéal. Mais voilà, je vais reprendre la première définition qui nous servira aussi pour en conclure tout à l'heure. Le progrès, c'est un mouvement en avant. Qu'est-ce qui se meut dans un corps? Et donc, étant donné qu'on va l'utiliser métaphoriquement, il va falloir considérer la philosophie comme un corps. Étant donné qu'un corps est forcément distinct d'un autre, pour qu'on puisse étudier son mouvement, il va falloir étudier la philosophie comme distincte des autres disciplines. Donc il va falloir dire qu'est-ce que la philosophie et ce qui n'est pas la philosophie, mais on va le faire très rapidement parce que c'est pas le sujet ici. Je vous le dis déjà, on va prendre la philosophie comme un fait accompli, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que contient la philosophie? Elle contient les disciplines qui sont étudiées à l'université, on va dire écologie, métaphysique, et les différents types d'application de la philosophie, donc philosophie du langage, philosophie politique, du droit, des sciences, et absolument ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, c'est nécessaire de lui donner des frontières. Au terme de philosophie, on est toujours dans l'introduction, même si ça fait déjà long. Qu'est-ce qu'on appelle progrès dans les autres disciplines? En physique, on appelle le progrès, c'est un accroissement des connaissances. C'est aussi un rejet des théories qui sont moins satisfaisantes. C'est pour ça qu'on parle de paradigme, on passe d'un paradigme à un autre, c'est-à-dire qu'on juge, par exemple à partir de Newton, que la théorie newtonienne est plus satisfaisante, elle décrit mieux le réel, et mieux et plus. Donc c'est quantitatif et c'est qualitatif. Et en mathématiques, bon, c'est un peu différent parce que là, ça convoque une autre théorie de la vérité, cohérence, mais on peut citer, étant donné que je vais le faire pendant tout l'exposé, je vais commencer par citer Musil. Voilà, ceux qui me connaissent seront pas surpris. Qui ça Musil, Robert Musil. Un écrivain autrichien, un mathématicien, et donc en mathématiques il dit, mais c'est ce qui est évident, vous le savez tous. Ainsi, un simple assistant est-il capable d'expédier des problèmes que son professeur, voilà 200 ans seulement, ne put résoudre sans consulter Newton à Londres ou Leibniz à Hanovre. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en maths, en physique, même en biologie, dans des disciplines que l'on reconnaît comme descriptives, c'est ce qu'on pense quand on pense à la biologie, on pense à description. Et voilà, et donc tout le challenge va être d'appliquer ces conceptions du progrès à la philosophie, mais on va le voir ensuite. Mais tant qu'on est dans l'introduction, il y a quand même quelque chose qui revient souvent à propos du progrès, c'est que c'est du bullshit. Souvent, et là on peut citer Karl Kraus, ça va être la seule fois non, peut-être pas la seule fois, mais Karl Kraus c'est un autre écrivain autrichien du XXe siècle, hein, c'est un satiriste, et Karl Kraus disait il commence son article sur le progrès en disant « J'ai compris ce qu'est le progrès en lisant un article dans le journal. Le progrès, c'est un slogan. » Voilà. Mais on va essayer de montrer que c'est pas qu'un slogan. Enfin que, évidemment, tout peut devenir slogan à mesure que c'est répété suffisamment fréquemment dans des journaux ou à la télé. Mais on va essayer de montrer que ce n'est pas qu'un slogan. Est-ce que c'est utile que je dise ça? Je dis simplement aussi qu'on pourrait presque clore en utilisant des synonymes de progrès moins chargés en valeur. On pourrait dire développement, on pourrait dire croissance, on pourrait dire des choses qui se quantifient. Sauf que le progrès, c'est une notion tellement acceptée dans d'autres disciplines qu'on va essayer de la maintenir et on va essayer de l'appliquer à la philosophie aussi pour une raison comment dire, à chaque révolution philosophique, quand apparaît la philosophie analytique, quand par exemple, il y a des livres sur la manière, il y a des gens qui disent on a trouvé le moyen de progresser en philosophie, on a trouvé un nouveau style, et donc, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, en tout cas, on va voir
on va voir, et j'annonce ma problématique, quel sens attribuer au progrès en philosophie. Et d'abord, on va étudier, c'est la partie qui va intéresser le moins, peut-être ceux qui sont en psycho ou au chômage ou autre chose. C'est premièrement, la philosophie comme discipline progresse-t-elle? Deuxièmement, y a-t-il du progrès au sens individuel, mais surtout y a-t-il du progrès philosophique au sens individuel, c'est-à-dire on entend souvent moi j'ai ma propre philosophie ou cette entreprise a sa propre philosophie. Est-ce qu'on peut progresser avec ce sens-là de philosophie, avec ce sens attribué au mot philosophie? Et dernièrement, la dernière partie qui va être un peu plus courte, elle prend le titre d'un paradoxe que je trouve intéressant et qui va constituer, j'espère, le début en tout cas du débat, qui va en tout cas susciter questionnement, j'espère. C'est alors qu'on a tous l'impression de progresser individuellement, on a tous l'impression de faire des progrès, on a tous l'impression d'accroître nos connaissances, pourquoi, quand on ajoute tous ces progrès individuels, pourquoi on continue à parler de décadence, en tout cas pourquoi il n'y a pas l'évidence d'un progrès collectif? Et voilà, j'avais autre chose à dire à ce sujet, mais donc voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que on va passer de l'objectif, du progrès objectif, au progrès subjectif. Le progrès de la philosophie en tant que discipline, ça va être un progrès objectif. Si on dit que la philosophie progresse, c'est forcément objectif, comme la physique progresse. Après, c'est progrès subjectif, évidemment. Si moi je dis que j'ai ma propre philosophie et qu'elle est mieux que la philosophie que je tenais hier, forcément c'est subjectif, vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Mais ensuite, la question, le paradoxe, c'est si on additionne tous ces progrès subjectifs, pourquoi n'y a-t-il pas un progrès objectif? Donc voilà. Premièrement, on va commencer. Donc, y a-t-il du progrès dans la discipline que nous étudions? Alors, bon, j'ai déjà dit, je le redis rapidement. Qu'est-ce que le progrès, par exemple en physique? C'est un accroissement des connaissances, un rejet des théories explicatives des phénomènes, donc des théories qui ne sont plus satisfaisantes dans la explication des phénomènes. Le mot qui importe ici, c'est le mot théorie. Une théorie, c'est une construction intellectuelle hypothétique et synthétique, organisée en système et vérifiée par un protocole expérimental, ou un ensemble de lois formant un système cohérent, servant de base à une science ou rendant compte de certains faits. Et là, on peut remarquer direct que l'on convoque l'expérience et les faits. Et pour la physique, pour d'autres choses, la biologie ou je ne sais quoi, ça c'est pas problématique. Pour la philosophie, il y a des énoncés factuels en philosophie, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, je rajoute une chose aussi, c'est qu'en physique et en mathématiques, une loi énoncée s'impose à nous par l'épreuve. On peut accepter les preuves, ou on peut ne pas les accepter, mais si on n'accepte pas les preuves, ça me paraît difficile de continuer, tout simplement. En physique et en maths, en tout cas, ça s'accepte facilement, une loi énoncée. Il suffit, en tout cas, on a les preuves, c'est pas dit qu'on les comprenne. En revanche, bon là je crois pas qu'il y ait des camarades de promo, mais si on lit Deleuze par exemple, si on convoque l'image temps pour parler ou l'image action pour parler d'un film de John Ford, et qu'on n'est pas obligé de l'accepter parce que déjà c'est un concept, je suis pas obligé d'accepter, ça me paraît très difficile, ça complexifie, on ne sait pas trop ce qu'il veut nous faire, et donc alors qu'en physique et en mathématiques il y a au moins une rigueur qui est peut-être possible en philosophie. Je ne dis pas que Deleuze n'est pas rigoureux, mais en tout cas, il y a une complexité qui rend assez difficile la critique. Et donc, j'utilise des affaires de... Des affaires spéciales. Donc, qu'est-ce qui provoque aussi le progrès en mathématiques, en physique ou dans d'autres disciplines scientifiques? C'est notamment la critique. La critique donc qui permet l'erreur et qui permet donc le rejet d'une certaine théorie qui sera critiquée et qui sera remplacée par une autre et qui sera plus satisfaisante. En philosophie, on va dire que ça oblige à un certain style.
on imagine difficilement un mathématicien qui va inventer son propre style, qui va faire son truc dans son coin, qui va dire c'est mieux que le reste. Alors qu'en philosophie, c'est tout à fait envisageable. N'importe qui peut avoir l'impression d'avoir complètement révolutionné la philosophie, et parfois ils l'ont fait un peu. Je pense à Nietzsche par exemple, qui n'utilise pas du tout le même style que les autres, qui trouve, enfin voilà, qui démonte un peu les autres d'une manière un peu superficielle parfois, mais qui a peut-être plus raison quand même que les gens qui l'entendent réfuter. Voilà, mais en tout cas, pour un mouvement objectif, pour un progrès objectif, il faut en tout cas de la critique des erreurs, il faut peut-être une méthode scientifique en philosophie. Mais, et donc, on voit que la question y a-t-il du progrès en philosophie revient, si on accepte qu'il y a du progrès en physique, revient à se demander s'il y a des énoncés théoriques en philosophie, s'il y a des énoncés qui sont susceptibles d'être rejetés, en raison d'une adéquation ou d'une exactitude, en tout cas d'une adéquation imparfaite, ou pas suffisamment proche au réel. Et donc, y a-t-il des énoncés théoriques ou autrement dit, y a-t-il des énoncés descriptifs? Et donc voilà, la philosophie décrit-elle le réel? On va essayer de le voir. Et en fait, la réponse est, on s'en rend compte que rapidement, oui. En philosophie appliquée, par exemple, en philosophie du langage, on peut prendre un énoncé assez banal du XXe siècle. On peut prendre l'énoncé de Benveniste, selon lequel, et qui est aussi revenu chez Wittgenstein, selon lequel la signification provient de l'usage, la signification des mots provient de l'usage. C'est tout à fait vérifiable, c'est tout à fait factuel. Après, il y a peut-être une manière d'énoncer cela qui sera peut-être un peu meilleure, qui rendra compte de beaucoup plus de situations. On peut, face à cette phrase, se dire oui, voilà, j'ai trouvé une situation qui montre que non. Mais en tout cas, cette situation, elle va être le contre-exemple et elle va être le déclencheur d'un certain rejet de cette théorie en vue d'une autre si on arrive à en donner une meilleure. Voilà. En revanche, ça me semble un peu plus difficile de dire qu'il y a du progrès si on rejette cette philosophie appliquée. Et si on énonce que la philosophie c'est l'ontologie et la métaphysique, parce que là d'un seul coup il n'y aura plus possibilité de vérifier par les faits ni même de vérifier par l'expérience. La métaphysique, pour réfuter quelque chose de métaphysique, en fait, je pense que c'est impossible, la réfutation, mais... Même si on utilise la logique. Mais, comment dire, je peux avoir une construction métaphysique tout à fait logique. C'est pas pour ça qu'elle va décrire quoi que ce soit, et c'est pas pour ça, pour moi, qu'elle sera nécessairement meilleure qu'une autre. Après, on pourra peut-être en discuter après. Et voilà, en tout cas, c'est beaucoup moins évident. Et ça me semble beaucoup plus difficile d'admettre un progrès en métaphysique aussi parce que l'objet qui occupe les métaphysiciens n'est pas accepté par tout le monde. Il n'y a pas une meilleure manière de le connaître plutôt qu'une autre, étant donné que cet objet peut être un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si on considère l'ontologie platonicienne dans le sophiste qui dit que le réel c'est à moitié du repos, à moitié du mouvement, en fin de compte on se dit ouais, ça me semble vrai, mais au final on peut très bien dire non, au final il me semble en mouvement, mais au final non, il me semble en repos. On peut dire un peu ce qu'on veut, si tenter, enfin dès qu'on touche à l'être en tant qu'être. Et l'être en tant qu'être, pour moi, il est plus favorable en tout cas de le rejeter en tant que autre chose. En tant que, si on choisit telle théorie plutôt qu'une autre, c'est en vertu de l'exactitude. Et l'exactitude, on voit que ça convoque la notion de vérité. Et si je dis par exemple, je sais que P, soit P une proposition philosophique, je sais que P, ça veut dire une chose, c'est que je crois que P, mais peu importe. Et ça veut dire aussi que P est vrai. Et là, d'un seul coup, ça me semble difficile de dire que
que l'être en tant qu'être est fait de repos et de mouvement. Ça me semble difficile de dire que c'est vrai. Ça me semble aussi difficile de dire que c'est faux. Moi, je préfère dire que je m'en fous, personnellement. Mais en tout cas, je préfère en tout cas porter mon attention là où il y a du progrès possible. Mais là encore, ce sera une matière à discussion sûrement. Et en tout cas, voilà, je vais clore cette partie parce que voilà, le but c'était aussi de fixer les termes du débat, dans le sens que ce qui importe, c'est un peu de philosophie de la connaissance. Si on dit je sais que P avec proposition philosophique, ça convoque nécessairement la vérité. Et on voit que c'est possible de maintenir la vérité, par exemple en philosophie du langage pour certains énoncés, ou même en philosophie de l'esprit, si on intègre plus ou moins d'énoncés des neuropsychologues ou autre chose, ou même en visant tout simplement l'adéquation, l'exactitude au maximum. Donc voilà, on peut en discuter après si vous voulez, en tout cas j'espère. Mais maintenant, on va passer à la partie plus subjective et la partie peut-être un peu plus polémique. En tout cas, comment accepter que l'idée que je progresse. Je pense que la plupart d'entre nous avons l'impression de progresser. Et justement, c'est une impression, étant donné que là, le problème ici, c'est qu'on prend le progrès, la définition du progrès métaphoriquement, c'est nécessairement une impression dont il s'agit, parce que notre mouvement, on n'en est pas conscient. Si on parle de mouvement au sens évolution intellectuelle, évolution éthique, ce mouvement il n'est pas objectif. En tout cas, le progrès n'est pas objectif. Et donc, ça va dépendre. On se dit que ici, dans cette partie, le risque c'est de verser dans le relativisme. Mais on va essayer de pas y verser parce que j'aime pas le relativisme. Donc voilà, le but, et c'est un postulat. Oui, il y a un progrès possible au sens philosophique individuel. Alors je vais rester sur la partie un petit peu objective pour y rester. On peut dire que aussi le progrès à l'échelle individuelle peut être un accroissement des connaissances. J'ai un plus grand nombre d'opinions vraies. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser, parce que c'est trop facile à résoudre comme problème. C'est clair qu'on a tous dans notre vie, étant donné qu'on est confronté à de plus en plus d'expériences, on développe de plus en plus de croyances. Forcément, on en justifie de plus en plus. On les justifie jamais entièrement, c'est impossible, parce qu'on a trop de croyances pour toutes les justifier. Mais en tout cas, on a de plus en plus d'opinions vraies, et donc comme une discipline, notre nombre d'opinions vraies augmente. Mais en tout cas, au sens, il va falloir voir plutôt si, par exemple, si je dis que ma philosophie est meilleure que la philosophie que je tenais hier, c'est une opinion valide. On va déjà commencer par définir la philosophie, là au sens individuel, comme en tout cas, c'est comme système de représentation et de signification qui se développe au fur et à mesure que nous vivons. C'est-à-dire que système de signification, par exemple, on a tous besoin de repères, on a tous besoin de donner des valeurs aux choses, on a tous besoin de dire que ceci est bien, ceci est mal, ou ceci, je connais ceci, je connais cela. Et voilà, c'est cet ensemble de représentations des choses, du monde, et cet ensemble de significations que je vais appeler ma philosophie. Et voilà, et c'est, je pense, là-dedans, en tout cas, qu'on a une impression de progresser. Alors déjà, on va... On peut considérer, et là c'est à moitié objectif et à moitié subjectif, on peut considérer le progrès individuel comme accroissement du contrôle. On a plus de contrôle sur sa vie, et je pense qu'avec l'âge, on se sent avoir plus de contrôle.
Néanmoins, là, on pourrait dire que ok, c'est objectif. Ça me semble beaucoup trop prétentieux de dire ça, que c'est objectif, qu'il me semble par exemple, si je dis je suis beaucoup plus conscient que des facteurs qui déterminent mon action, c'est-à-dire si je dis j'agis, il me semble qu'il y a toujours une énorme part de flou derrière tout simplement le fait de dire oui, je suis responsable de mon action. En tout cas, c'est difficile de considérer l'accroissement du contrôle au sens individuel comme indicateur objectif de progrès. Donc ce n'est pas ce n'est pas la preuve en tout cas que voilà, nous sentons progresser. Mais je vais aussi rejeter la première conception. La première conception du progrès au sens individuel, c'est l'accroissement des connaissances. Mais qu'est-ce qui fait que je peux me sentir progresser si je n'accrois pas mes connaissances ? Et c'est une situation possible. Je peux être tout à fait satisfait de moi-même, alors que je n'apprends pas grand-chose, ou rien. Donc il va falloir voir le progrès au sens subjectif et essayer de voir s'il est maintenu ou pas. Alors ça va être difficile de le maintenir si l'on rejette encore une fois la notion de vérité, même si on est dans le pur subjectif. Je pense néanmoins que l'exactitude a son importance. Par exemple, on peut citer Nietzsche à propos de la véracité. La conception de Nietzsche de l'esprit libre. Je vais citer Nietzsche directement. Il aura toutefois d'ordinaire la vérité, l'esprit libre, ou à tout le moins l'esprit de la recherche de la vérité de son côté. Il exige des raisons, les autres des croyances. Mais voilà. L'important, c'est qu'il a l'esprit de la recherche de la vérité de son côté, et c'est cela qui fait qu'on peut l'appeler l'esprit libre. Et donc, c'est cet homme-là qui vit, qui est en relation avec le monde, comme chacun de nous, et qui, du fait de cette relation avec le monde, va être amené à se poser des questions, va être amené à se demander qu'est-ce qu'il fait là, quelle est sa place, quelle est sa juste place, et donc il va tenir des opinions plutôt qu'une autre. Et s'il n'y a pas la vérité dans ce domaine-là, qu'est-ce qui explique que nos opinions changent ? Qu'est-ce qui fait que nos opinions sur l'éthique par exemple changent ? Si ce n'est pas la vérité, ou en tout cas si ce n'est pas une certaine, comme dirait Pascal Angel, si ce n'est pas une certaine sensibilité au vrai, qu'on pourrait rapprocher de l'évidence cartésienne. Mais voilà, ça me paraît plus adéquat d'agir de telle manière, ou ça me paraît plus adéquat de penser que l'homme dans le monde a telle place. Donc je pense qu'en tout cas, que si on rejette la notion de vérité dans le sens éthique, pour des raisons évidentes qui sont on sait tous, on connaît tous des milliers d'opinions vraies en physique, on sait tous qu'il n'y a pas de vérité de la même manière au sens éthique. Néanmoins, il y a quand même comme une exactitude, une recherche d'adéquation qui, je pense, est indéniable, vraiment. Mais ça encore, on pourra en discuter. Et une des preuves pour moi, c'est que si on applique une certaine éthique du scientifique selon Ernst Mach, donc celui qui est à l'origine du calcul de la vitesse des avions, du son, Mach, voilà, les avions vont à Mach 1, Mach 2, Mach 3, etc. Mach qui dit « L'objectif de la science est de parvenir à une construction d'une image du monde qui possède un degré maximum de complétude et de cohérence, et donc également la plus grande stabilité possible. » Je pense que si on applique ça à notre comportement, à nos opinions, je pense qu'on est tous en recherche de cette stabilité qui sera la plus grande possible, et je pense qu'avec l'âge, même si on se remet de plus en plus en question, même si cette situation arrive, je pense quand même qu'il y a une stabilité qui peut augmenter grâce à la lucidité, grâce à des illusions successives. Et donc je pense que cette notion d'exactitude, de vérité, d'adéquation a une certaine importance, même si on rejette la vérité au sens physique. Mais voilà, par exemple, on peut considérer déjà comme un progrès une plus juste évaluation de sa place dans le monde. Par exemple, un certain rejet
de l'orgueil, un certain refus de la vanité, dans le sens où, voilà, où l'homme se réévalue en permanence par rapport aux autres, c'est l'amour propre, mais aussi par rapport par rapport à l'humanité, par rapport aux gens qu'il côtoie, aux gens qu'il ne connaît pas, mais voilà, l'humain en général a tendance à se sentir souvent très, très important, parfois pas assez important, mais en tout cas, on peut considérer ça comme un progrès, une juste évaluation qui est jamais totalement juste. Pareil, on peut se demander si le juste existe, mais voilà, ce que j'appelle en tout cas, par exemple, aussi un progrès. Mais voilà, je garde encore la notion d'adéquation. Alors la petite question qui peut intéresser aussi pour tout à l'heure, pour la discussion, si c'est une sorte de paradoxe, si aucune philosophie personnelle n'est meilleure qu'une autre, comment expliquer que certaines personnes créent la fascination avec la philosophie qu'ils transmettent? Par exemple, si on pense au Bouddha, comment expliquer que la recherche qu'il a faite pendant des dizaines d'années, enfin il y a des personnes ici qui m'en parleront mieux, mais comment expliquer par exemple que l'opinion qu'il a reprise après Schopenhauer sur la souffrance, alors que c'était sa philosophie, comment expliquer qu'après ça perdure comme ça aussi longtemps? Et donc il me semble qu'ici c'est aussi une des manières de rejeter le relativisme en ce qu'il y a quand même une expérience humaine qui est commune, même s'il y a des nouvelles expériences, même si ça s'accroît, il y a quand même quelque chose qui reste pas nécessairement similairement, mais qui est quand même quelque chose qui fait que des milliers d'années encore, les évangiles sont lus, je ne sais quoi qui a transmis la pensée de Bouddha est encore lu, etc. Et voilà, je vais finir par citer Valérie dans cette partie. Paul Valéry, pardon. Valérie qui reste là, Paul Valéry. Cela revient je cite Paul Valéry dans un essai qui s'appelle Poésie et pensée abstraite. Cela revient à mettre en quelque sorte à la place de l'étonnement imposé abstraitement et arbitrairement du dehors à tout le monde, pour une part essentielle par le langage commun, celui de l'individu concerné, de sa vie elle-même, qui revendique son droit de reconnaître ses propres problèmes et de leur donner ses réponses. Alors là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que chaque homme, en tant qu'il est en relation avec le monde, a ses propres problèmes qui émergent d'une inadéquation. Et donc, Paul Valéry, il nous encourage, il est persuadé qu'il y a du progrès individuel, il nous encourage à creuser notre individualité en ce que si l'on peut progresser individuellement, c'est aussi en reconnaissant ce qui est personnel, véritablement, et ne pas chercher à résoudre nécessairement les problèmes philosophiques des autres, mais à d'abord résoudre ses propres problèmes philosophiques qui émanent voilà, de nous-mêmes, d'un problème que l'on rencontre. Et il y a cette phrase qui est explicite, je cite encore, « C'est ma vie même qui s'étonne ». Quand il fait de la philosophie, c'est pour ça que Paul Valéry a toujours détesté la philosophie en tant que discipline. C'est que pour lui, il faut chercher d'abord ses propres problèmes et voilà, c'est la manière en tout cas dont on peut progresser véritablement, dont on peut développer une certaine adéquation. Je finis la citation, c'est ma vie même qui s'étonne et c'est elle qui me doit fournir, si elle le peut, mes réponses, car ce n'est que dans les réactions de notre vie que peut résider toute la force et comme la nécessité de notre vérité. La pensée qui émane de cette vie ne se sert jamais avec elle-même de certains mots qui ne lui paraissent bons que pour l'usage extérieur, ni de certains autres dont elle ne voit pas le fond et qui ne peuvent que la tromper sur sa puissance et sa valeur réelle. Donc là, Valéry en plus qui invite chacun à, en tout cas, se détacher de la signification courante des mots pour, en tout cas, créer, et c'est une tâche infinie, une signification qui lui permet de résoudre justement les problèmes personnels qu'il invoque. Et après, il dit qu'il fait de la philosophie comme un sport et qu'il faut introduire dans la pensée, quelle qu'elle soit, le souci de la rigueur. Acquérir le plus de liberté à moins possible, de combinaison, de dissociation, éviter avec soin la confusion que l'usage et le langage admettent et imposent, entre les fictions et les vrais actes psychiques, entre le vu, le pensé, le raisonné, le senti. Placer dans ses manœuvres et précautions intérieures l'essentiel, l'important par excellence. Donc d'abord faire un travail sur soi pour
penser au maximum et la pensée et le langage sont liés, mais voilà, sont liés vraiment intrinsèquement. Mais voilà, développer son individualité dans la pensée et dans le langage pour résoudre les problèmes qui véritablement nous importent. Voilà, pour moi, une représentation ou idée du monde, s'il existe, si on la veut aussi exacte et fine que chacun le peut comporter, doit être précédée et dérivée de cette éthique qu'il appelle sportive. Donc voilà, on parle de notion d'exactitude. Et voilà, donc... Cédric, excuse-moi, c'est ta dernière partie là? Il me reste 5 minutes, même pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause maintenant et pas faire une pause entre ta partie et le débat? Ça me dérange pas. Tu veux le faire après ta partie et avant le débat? Une pause de 10 minutes. Je préfère conclure en vérité parce que ça peut être... Non, je préfère finir là parce que ça peut être difficile après de relancer la machine. Pas nécessairement pour moi, mais au moins pour faire ça. Et de toute façon... Ou après? Non, après. Voilà, ok. Donc voilà, bon, je pense avoir montré, même s'il n'y a pas de preuve dans ce... Enfin, c'est difficile d'avoir une preuve exacte dans ce domaine, qu'il y avait quand même du progrès au sens individuel, que cette notion peut être maintenue, et donc je vous rappelle la question que j'ai posée au début. Pourquoi, quand on fait l'adjonction de tous les progrès individuels, n'a-t-on pas en tout cas l'évidence d'un progrès collectif, voire même parfois de stagnation, voire même de régression? Certes, il y a des gens qui continuent à nous chanter que nous sommes dans un progrès, que nous allons vers le bien. C'est possible. Je ne connais pas ce bien, mais en tout cas, il y a même d'anciennes personnes de gauche, comme Michel Onfray ou d'autres, qui parlent de décadence, mais même si vous pouvez mépriser Onfray, Zemmour, etc., c'est quand même des opinions qui ont une certaine résonance dans la société et je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, pensent que vraiment nous régressons, c'est la décadence. J'ai quand même pas envie de dire qu'elles ont toutes tort et de dire que c'est en fait non, on progresse. Donc voilà, on va essayer de tenter, si jamais si cette question vous intéresse après, de résoudre cette question. Mais d'abord, je vais, alors étant donné que cette partie est vraiment difficile, je vais surtout citer, c'est un peu, ça peut faire flemmard, mais je vais surtout citer notamment Einstein, qui soulevait aussi cette question dans d'autres termes. Il dit de son époque que c'est la perfection des moyens et la confusion des buts. C'est-à-dire que à son époque, la physique, les mathématiques, la biologie, ce que vous voulez, avait absolument tout ce qu'il fallait pour faire des progrès, elle les a fait. Néanmoins, donc l'époque avait tout ce qu'il fallait pour faire des progrès dans les disciplines considérées séparément, mais dans l'ensemble, il n'y avait pas un but prédéfini vers lequel on avait l'impression de s'approcher. On retrouve la première définition en tant qu'idéal à atteindre. Et donc je vais quand même... donc là, le paradoxe, c'est même l'explication du paradoxe, c'est que on a tous, consciemment ou inconsciemment, des critères qui nous permettent d'évaluer notre progrès au sens individuel. Parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. En revanche, collectivement, quoi choisir pour dire que nous progressons? Donc là, ça diverge évidemment. Mais je vais rapidement considérer différents types de progrès qu'on peut y envisager. Alors, on va d'abord le progrès vers plus de connaissances. Il est clair que nous continuons à progresser, et il est clair qu'on peut autant, les philosophes français peuvent autant dire peuvent autant déconstruire le discours scientifique, que en fait ça change rien vraiment, et qu'il y a toujours un accroissement des connaissances. Et en fin de compte, voilà, c'est Musil qui dit dans l'homme mathématique, c'est un essai, il dit dans l'homme mathématique que le but semble être la pensée en général. Depuis le début de l'humanité, le but semble être la pensée en général pour tous. C'est vers ça que l'humanité semble avancer. Donc il semble qu'il y ait toujours un progrès vers plus de connaissances, et en tout cas dans la connaissance scientifique.
Le progrès technique, il est clair qu'il y a autant de technicistes que d'antitechnicistes. Il ne satisfait en tout cas pas grand monde. En tout cas, il n'y a pas on ne voit pas trop de corrélation entre le bonheur individuel ou collectif et l'accroissement, enfin le progrès technologique, technique et technologique. Le progrès économique, il y a peut-être ici une piste, en ce que, je vais citer Cross à nouveau, il dit qu'une partie des énergies intellectuelles que le monde contemporain met au service de ce qu'il appelle le progrès devrait être utilisée plutôt pour réfléchir à ce que l'on souhaite faire des avantages qu'il nous procure et orienter vers des fins plus sérieuses et plus urgentes l'usage que l'on en fait. Ou l'humanité s'active droit au but, elle dépense son capital intellectuel pour ses inventions et ne conserve rien pour leur utilisation. Donc, par exemple, progrès, il y a des économistes qui montrent que le progrès, que la croissance, si on parle de progrès économique, on parle de croissance, est corrélée avec un certain progrès technique, avec une utilisation de matières premières. Néanmoins, il semble que ça s'accompagne aussi évidemment de chaos social. Il n'y a pas à le prouver. Enfin, je ne vais pas en tout cas déployer d'efforts pour le prouver, c'est évident. Le progrès vers plus de moralité, en tout cas, c'est évidemment l'occasion de parler des progressistes. À l'époque, progressisme était progressiste une personne qui pensait que l'humanité ne pouvait que progresser, ou qu'on était, on va faire le progrès. Aujourd'hui, un progressiste, si on dit de quelqu'un qu'il est progressiste, c'est qu'on dit qu'il croit bien. C'est aussi souvent pour dire qu'il est aveuglé. Souvent, qu'il c'est un candide. Voilà, ça me tend plutôt à rejeter ça. En tout cas, on n'a pas l'impression que l'humanité s'avance vers son bien. Je pense que c'est même clair et net. Néanmoins, une personne un peu aventurière peut dire on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être que à la fin de tout ça, à la fin de tout ce processus, il y a le bien. Et je vais finir par citer Musil. Et c'est vraiment fini après, pour une petite conclusion, mais elle fait 2 lignes. Et je ne vais pas la rallonger. Musil dit nous faisons incontestablement de tels progrès dans chaque domaine particulier du travail humain que nous avons le sentiment de ne plus pouvoir les suivre. Ne serait-il pas possible qu'il en ait également le sentiment qu'aucun progrès n'est réel, ne s'accomplit ? Finalement, le progrès n'est pas autre chose que le produit de tous les efforts communs, et l'on peut dire d'avance que le véritable progrès sera toujours ce que personne en particulier n'avait voulu. Donc, voilà, Musil il dit que si on ajoute tous les progrès des individus plus les progrès des disciplines, on ajoute un mélange qui en fin de compte n'est pas du progrès, ou en tout cas on n'a pas la capacité, parce qu'on ne l'avait pas voulu, on ne l'avait pas anticipé. On n'avait pas anticipé ce mélange pour le reconnaître comme du progrès. Donc on invoque le terme de décadence, il est écrit il y a 100 ans, mais on utilisait les mêmes mots qu'aujourd'hui. Et ce qui permet de dire que la plupart des politiciens et des intellectuels radotent énormément. Et pour finir encore Musil, il va vraiment falloir s'accrocher sur celle-là, mais après c'est fini. Alors, tout progrès constitue un gain de détail, mais une coupure dans l'ensemble. C'est un accroissement de puissance qui débouche dans un progressif accroissement d'impuissance. Et c'est une chose à quoi l'on ne peut rien. Cela rappela à Ulrich, l'homme sans qualité, le personnage du grand roman de Musil, cela rappela à Ulrich ce corps de faits et de découvertes, grossissant presque d'heure en heure, dont l'esprit est contraint aujourd'hui de détourner ses regards s'il veut examiner avec précision quelque problème que ce soit. C'est-à-dire que plus l'accroissement des connaissances se fait, plus s'accroît en même temps notre ignorance de ces connaissances, parce que on sait aujourd'hui que, par exemple, un mathématicien, s'il veut être expert dans son domaine, il est obligé d'ignorer tout ce qui se fait dans les autres branches. Un mec qui fait de l'algèbre, il ne fait pas de proba, je ne sais quoi. Je finis. Ce corps grossit, donc l'ignorance, ce corps grossit en s'éloignant de l'être intérieur. Et là, ça devient vraiment costaud. Voilà, si quelqu'un y comprend quelque chose, on en discutera. D'innombrables conceptions, opinions, systèmes provenant de toutes les régions du monde et de toutes les époques, de toutes les espèces de cerveaux, sains ou malades, en état de veille ou de rêve, ont beau le sillonner, Ulrich, comme des milliers de petits cordons nerveux, il manque le centre où ces rayons pourraient converger.
l'homme se sent menacé de reproduire le destin de ces races d'animaux géants de la préhistoire qui sont morts de leur grandeur même. Mais il ne peut pas abdiquer. Bon. Voilà, et je finis par conclure. À moins que vous vouliez entendre ces citations, mais je pense que non. Conclusion, comment faut-il entendre le progrès On va entendre le progrès d'une autre manière, comme une nécessité ou une tâche. Je dirais qu'il n'y a pas à croire au progrès, mais à essayer de progresser. Et si on revient à la définition pour le corps, pour te parler de progrès comme mouvement en avant, je dirais qu'il faut il faut moins croire au progrès qu'essayer de prouver que l'on progresse. Et d'où la notion d'exigence, par exemple. Et voilà, j'ai fini. Voilà, je ne demande pas s'il y a des questions, ce sera après la pause, je pense. Après la page de publicité. Ouais, tu peux la répéter. Ouais, moi je veux bien que tu le répètes. Laquelle? Celle où il faut. La dernière, c'est vraiment costaud à coucher. Il n'y a pas à croire au progrès, mais plutôt à essayer de le prouver. Ouais. Ça, c'est bien. Ça conclut bien. Est-ce que tu peux juste... Ah, et ici, une chose, parce qu'il y a beaucoup de